à l'heure des objets connectés, tout azimut, faut-il se réjouir ou en avoir peur? Eh bien, nous allons discuter de ce thème en compagnie de Nelly Rioux. Bonjour Nelly, vous êtes journaliste à RPF Cuisine Pro et donc c'est un thème que vous maîtrisez parfaitement. Le maîtriser, peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, disons que oui, la cuisine connectée est un sujet qui nous intéresse. Il faut savoir que depuis quelque temps, on voit fleurir un grand nombre d'objets un petit peu partout et les grands pronostiqueurs annoncent qu'il y aura en 2015 5 milliards d'objets connectés dans le monde. Énorme. Donc c'est énorme. Alors ce sont essentiellement des objets pour le consommateur, des objets de tracking d'activité. On les a tous vus à Noël, c'est généralement un beau cadeau de Noël. Mais on les voit rentrer de plus en plus dans les cuisines domestiques. Donc il y a maintenant un grand nombre de multicuiseurs très intelligents qui permettent de réaliser des recettes très facilement, même pour des non-cuisiniers. Et dans le domaine qui nous intéresse, la cuisine professionnelle, on se rend compte que les appareils, les matériels, la cuisson, le froid, le lavage, tous ces matériels ont de plus en plus d'intelligence. Et on peut se poser la question aussi de savoir si toute cette intelligence ne nuit pas au métier de cuisinier. Alors pour répondre et débattre de cette question, je vous laisse me présenter vos invités. Alors, à ma droite, il y a Benoît Gourgue, qui est directeur marketing de Frima International. À côté de lui, Pierre-André Troncy, directeur commercial de la société Charvet. Et à ma gauche, Cyril Duguet, donc directeur général du BET Convergence Ingénierie Conseil. Voilà. Très bien. Alors, je pense que pour démarrer, on pourrait peut-être demander à Benoît Gourgue et à Pierre-André Troncy si dans le matériel de cuisson, il y a eu de très grosses évolutions ces dernières années, parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'il suffise d'appuyer sur un bouton pour cuire toutes sortes de choses. Bon, alors merci pour cette question. Et effectivement, on remarque qu'il y a de plus en plus d'intelligence embarquée dans les appareils de cuisson. Et cette intelligence embarquée sera ici pour soutenir le chef, pour l'aider, pour valoriser son travail. Donc l'aspect de la peur qu'on peut ressentir peut-être un petit peu au début, nous ne le percevons pas. C'est un peu, si vous voulez, comme la comparaison qu'on avait à l'époque dans les GPS. On a mis des GPS dans les voitures. Au départ, il y avait peut-être une peur des conducteurs. On se rend compte qu'aujourd'hui, si on a un outil intelligent qui est là pour vous supporter, ça nous aide à mieux nous concentrer, avoir un focus sur ce qu'on fait. Enfin, la ceci conduite, dit, il faut savoir le maîtriser, son GPS. C'est toujours pareil. Parce voilà. que moi, je me perds toujours autant. Mais c'est quand même peut-être mieux. C'est lui qui va surveiller la route pour vous. Et c'est peut-être mieux que de tenir une carte sur ses genoux quand on travaille. Et je pense que le parallèle est en cuisson. Peut-être un peu le même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Exactement. Alors, on peut dire une chose en ce qui concerne le matériel de cuisson, notamment horizontal, c'est qu'on part de loin. C'est-à-dire qu'on a devant nous un parc de matériel qui est un parc muet. On lui donne enfin la parole. C'est-à-dire qu'on lui laisse la possibilité, via la connectivité, de s'exprimer, c'est-à-dire de faire remonter à l'utilisateur et au gestionnaire des informations sur notamment les consommations. On sait qu'on met en jeu dans les cuisines collectives et les cuisines de restauration commerciale des postes très énergivores. Donc cet aspect-là est vraiment essentiel. Donc partant de loin, on a enfin un outil, on donne cette possibilité au matériel de ramener de l'information et d'être aussi une aide à la prise de décision pour l'utilisateur et pour justement valoriser son savoir-faire et non pas se substituer à sa compétence. Donc pour vous tous ici, ces nouvelles technologies font évoluer les métiers de la restauration. Alors je crois qu'on pourrait demander son avis à Cyril Duguet qui lui installe des sites avec des objets, en l'occurrence on va parler aujourd'hui d'un site en particulier, Solaris, qui accueille un petit boîtier très très intelligent qui apporte réellement une plus-value pour la gestion de cette cuisine. Tout à fait. Donc l'avantage de notre métier, c'est que nous, on arrive très en amont. Nous, on a le triptyque qui est de dire il y a le propriétaire ou le promoteur, vous avez l'entreprise qui va occuper un bâtiment et derrière, vous avez l'utilisateur qui va vivre au quotidien. Donc l'idée, c'est d'amener un plus à chacun
Et on sait qu'on est sur une tendance aussi de bâtiments qui sont de plus en plus à chercher de l'économie d'énergie, accès green. Donc à un moment donné, on doit leur amener de la matière. Et la première source énergivore dans un bâtiment, c'est le restaurant. Donc on se trouvait avec un client qui avait un immeuble, ce qu'on appelle en BEPOS, en énergie positive. Donc il avait travaillé tout son bâtiment, mais l'espace restauration était conçu au départ dans son approche très classique. Donc l'idée a été de dire il va falloir développer à un moment donné un outil de pilotage de votre cuisine comme vous avez un outil de pilotage du bâtiment. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Safexis à travers leur produit qui était la Kitchen Box, qui était l'embryon, pour développer un vrai outil de pilotage qui permette d'être utile à la fois au cuisinier, dans un plan de maîtrise, on va dire, de sa cuisson, aussi de pilotage énergique de la cuisine, parce qu'à un moment donné, vous avez des zones dans la cuisine. Alors, juste un petit exemple de la Kitchen Box, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'éco-gestion pour économiser de l'énergie. C'est-à-dire qu'on connecte tous les appareils en cuisine à travers cette box. La box a des capteurs après à certains endroits. On va travailler aussi sur la maintenance des équipements parce qu'on pourra avoir une visibilité à travers le reporting qui va être fait par sa Kitchen Box de l'état d'usure. Donc à un moment donné, est-ce qu'il faut remplacer un four au bout de 9 ans, au bout de 10 ans, au bout de 8 ans, ça facilitera la donnée. Et puis derrière, on travaille beaucoup sur donc la consommation qui peut faire des économies de 30 à 40, voire 50% sur certains sites, ce qui est important parce que c'est quand même un coût dans le prix d'un repas. Donc il ne faut pas le négliger. Donc je dirais et puis le cuisinier, à mon heure, a une meilleure visibilité aussi du pilotage de sa cuisine. Il y a les équipements, on va dire, qui l'aident même dans la réalisation de la recette, mais à un moment donné, sur la partie, on va dire, plus amont, qui est piloter sa cuisine, gérer l'extraction à un moment donné, parce que dans les cuisines, vous avez petite vitesse, grande vitesse, maintenant on n'a plus besoin de ça. L'outil pilote automatiquement en fonction de la densité de vapeur qui va se dégager, la variation du moteur. Donc on va faire des vraies économies. Et maintenant, on travaille sur l'utilisateur. C'est-à-dire que la Kitchen Box va aller aussi au-delà de la cuisine, au-delà de la zone de distribution. On va aller en salle à manger pour gérer la fluidité, pour gérer le confort acoustique. C'est-à-dire qu'on va avoir des données sur, pareil, la qualité de l'air. Donc, l'outil permet d'aller très loin parce que c'est ni plus ni moins un disque dur qui va capter de l'information et qui va piloter ou qui va juste donner de l'information si le client veut juste de l'information. Après, tout dépend le niveau d'exigence du client. Donc, pour moi, c'est un vrai plus, une vraie évolution du métier et une vraie évolution dans le pilotage de ces espaces de restauration. Ça a l'air assez ludique. J'imagine qu'on appuie simplement sur les petites icônes. En clair, il ne faut pas être un geek pour arriver à se servir de tout ça. Moi qui viens de l'exploitation à l'origine, il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Donc il faut que ce soit très simple, très ludique et que l'image et que ce soit facile. Et on va même jusque quand il y a une alerte, parce que ça donne des alertes. Il suffit que, je sais pas moi, il y a un problème d'encrassement dans la gaine d'extraction. Vous avez automatiquement une voix on peut piloter soit une voix et ça va vous dire problème dans la gaine, et donc ça veut dire que même une personne qui ne sait pas lire va être alertée quand même sur le système. Voilà. Le but était d'être le plus simple possible pour les équipes parce que vous avez différents niveaux dans une cuisine. Il est important de pouvoir le rendre facilement accessible. Alors ça, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on va aussi chercher au niveau des équipements et des matériels, essayer de rendre l'accès assez simple pour les utilisateurs, mais toujours dans ce but d'avoir un résultat de cuisson à la fin. Pour qu'ils puissent procurer à leurs clients de la satisfaction, et ça va être central. Mais on va avoir ce même aspect, simplicité d'utilisation, simplicité de l'interface, parce que l'intelligence embarquée, c'est bien, mais il faut qu'elle soit à la portée de l'utilisateur. Oui, justement, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que les formations de cuisiniers n'auraient pas intérêt à évoluer aussi et à introduire dans les cursus de formation des méthodes pour savoir lire tous ces résultats, parce que là on va collecter énormément de données. Est-ce que le cuisinier aujourd'hui est capable de les comprendre et de les analyser correctement? Ou est-ce qu'il a besoin de systèmes d'aide à la décision? Je pense que c'est un petit peu ce que vous allez avoir. Ouais, je dirais qu'après, le cuisinier va peut-être pas forcément agir sur ces données-là. Par contre, ce qui est important, c'est la donnée. Globalement, il faut la compiler, mais après, il faut déjà définir qu'est-ce qu'on attend, parce que chaque site est différent et le niveau d'attente d'un site ou même d'un patron de site qui va s'occuper de sa restauration sera différent. Il y en a qui vont plutôt s'axer sur toute la valorisation des déchets, parce qu'on va pouvoir aussi connecter Donc on va plutôt s'accentuer là-dessus pour maîtriser la chaîne, le poids des déchets, le tri sélectif, et on va avoir une vraie vision de reporting. Il y en a d'autres qui vont se concentrer sur la consommation énergétique. Il y en a d'autres qui vont se concentrer plutôt sur la fluidité en distribution, parce qu'ils veulent avoir à un moment donné un axe. Je dirais que c'est plutôt la donnée, on l'a. Après, il faut l'adapter. Donc c'est un travail après coup de paramétrage pour le compte du client, pour ce qu'il a besoin, pour l'aider à travailler dans le quotidien avec ses équipes.
c'est là aussi où ces outils modernes et nouveaux, innovants, doivent être à la fois donc faciles d'accès et très faciles à partager avec les utilisateurs, mais c'est aussi un outil qui permet de renouer le contact entre les équipes et entre les niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire échanger de l'information et faire en sorte que l'adhésion soit la plus complète possible au concept. Et dans ce sens-là, ces outils sont vraiment une valeur ajoutée. Oui, ça ne tue pas le contact humain, au contraire, Bien au ça contraire, l'enrichit. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du ressenti, Oui. ce qui est quasiment la chose la pire, parce qu'on a vite fait de dire des contre-vérités. Mais là, on est sur des faits et Objectif. on peut mettre en parallèle à ça des actions correctives éventuelles ou des plans de formation qui peuvent créer l'adhésion des différentes équipes. Juste un petit mot, je dirais que le temps alloué du responsable du site, avant il faisait ses tableaux avec toute cette donnée, maintenant on lui fait à sa place, donc maintenant il peut travailler sur l'échange et le travail pour faire avancer, donc ça rejoint tout à fait. On recrée de l'humain parce qu'on donne de la valeur ajoutée à la relation humaine et pas juste passer du temps à faire de l'administratif, parce que c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qui ne crée pas justement l'humain, c'est ce qui déshumanise la relation. Oui, c'est vrai que vous reprenez tout ce travail d'analyse en fait qui est fait. Oui. On va le faire pour le chef et pour le responsable, bien entendu. Alors, juste une dernière chose, est-ce que vous ne pensez pas que les utilisateurs peuvent craindre d'être, entre guillemets, fliqués par toutes ces connexions? On va pouvoir vérifier que le nettoyage de l'appareil a bien été fait, on va pouvoir vérifier que le fourneau a été allumé à la bonne heure, etc. Donc, est-ce que entre guillemets, le flicage n'est pas un point qu'il va falloir aussi traiter? À notre sens, excusez-moi, à notre sens, ça va dépendre de la façon dont le bénéfice qui va en résulter. Si la solution est bénéficiaire pour les utilisateurs, il va bien se rendre compte que ça va l'aider. Et il acceptera bien entendu cet aspect transparence finalement des données où on sait ce qui est fait, quand les choses sont mises en œuvre. Ouais. Pour moi, il y a deux aspects, parce que j'ai l'avantage, comme je fais aussi, au-delà de la conception, j'accompagne après dans le suivi des exploitants et autres, donc je vois la vraie vie de ce qui se passe après. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, je flic, entre guillemets, c'est la notion, sauf que c'est plus de la co-construction avec celui qui va exploiter. Et c'est de dire à un moment donné, ok, peut-être que vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, parce que j'ai vu des sites aussi qui étaient très extrêmes, où justement il y avait besoin de contrôle. Je dirais que le contrôle met de l'exigence et il faut évoluer positivement aussi la démarche entre l'exploitant et le client dans une démarche positive. Et puis l'utilisateur, qui est pour moi celui qui est le final, aujourd'hui on va pouvoir lui donner des informations, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de green, de vert, on peut lui donner aussi l'action qu'il a, aussi au quotidien, quand il va faire attention à un moment donné à ne pas prendre 3 pains dans son plateau, s'il n'en prend qu'un, il va générer dans le tri sélectif, il aura une information sur la gestion des déchets, sur la valorisation des déchets, donc on peut lui amener des choses. Aujourd'hui, il y a des connexions même, on peut avoir son équilibre alimentaire en ligne via un smartphone, il y a du travail qui est fait par des prestataires, donc on va très loin dans le côté connecté. L'utilisateur est maintenant de plus en plus au centre de l'ensemble de ces espaces de restauration et de services dans un bâtiment. Donc on doit lui donner de l'information, donc il faut travailler aussi dans ce sens-là. Donc au-delà du flicage, on amène de l'info. D'accord, Cyril. Je voulais juste ajouter, j'ai découvert en cherchant un peu plus d'informations sur ce sujet qu'il y a un projet actuellement d'ailleurs dans lequel je crois que l'Institut Paul Bocuse est impliqué, qui s'appelle Open Food Project. Alors qui a pour vocation d'utiliser toutes les nouvelles technologies pour accompagner les consommateurs dans la gestion de leurs courses, la préparation des repas et le maintien de leur équilibre alimentaire. Donc je me disais, est-ce que c'est pas la prochaine étape aussi qu'on proposera dans une cuisine professionnelle, c'est-à-dire que le chef, il va cuisiner aussi en prenant en compte, en cuisant, en choisissant des recettes adaptées, en gérant ses approvisionnements à partir de ses appareils de cuisson, par exemple, ou de sa chambre froide. Eh bien, on y répondra dans 2 ans. Vous savez quoi? Parce que le temps est écoulé. Voilà, on verra si cette cuisine connectée a apporté vraiment... plusieurs améliorations dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Merci beaucoup Nelly. On se retrouve très vite, toutes les deux, sur ce même espace. Et merci à vous messieurs d'avoir été nos invités. Merci, je vous en prie, merci.
Il est 10h, passé de 19 minutes. Nous sommes pile poil à l'heure. Vous regardez la Web TV du CIRA et je vous souhaite évidemment la bienvenue. Alors vous l'avez constaté cette année, plusieurs nouveautés ici même sur ce plateau puisque Michel Tanguy nous a rejoint pour encore mieux vous informer. Toutes les heures, vous aurez droit aux news du CIRA pour tout savoir de ce qui se passe dans ces 130 000 mètres carrés d'exposition quand même. Il nous fallait rassembler un petit peu cette information. Nous sommes en public cette année, donc je vous invite à venir nous rejoindre ici sous le dôme d'Eurexpo pour échanger, débattre de l'actualité chaude. Nous aurons des invités également de marque puisque dans 20 minutes, je recevrai ici même Gabriel Paillasson, le cofondateur du CIRA et le fondateur de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et juste avant, nous irons en duplex voir ce qui se passe sur l'espace concours. Vous le savez, le CIRA, c'est avant tout des concours de cuisine et aujourd'hui se déroule l'International Catering Cup. Et donc Joël Mauvigné nous fera un petit point sur cet espace. À ce propos, puisqu'on a décidé de ne rien vous faire louper sur la Web TV, eh bien on retrouve Michel Tanguy pour les news du CIRA. Les news du CIRA que nous allons démarrer avec les chiffres du jour. 2 chiffres. Le premier, 46 000 mètres carrés. C'est la surface de moquette qui est installée sur l'ensemble des halls ici à Eurexpo. Et 4 000, c'est le nombre de personnes qu'il a fallu pour installer tous les équipements dédiés à ce salon, le CIRA. Donc ici, durant les derniers jours qui se sont écoulés. Parcours expert du jour. Alors parcours expert, ça veut dire des petits livrets comme cela que vous allez pouvoir trouver à l'entrée principale, ici donc à Eurexpo, et qui vont vous permettre, selon vos centres d'intérêt, de pouvoir visiter exclusivement les stands qui vont vous apporter les informations que vous êtes venu ici chercher à Lyon. Vous allez pouvoir aujourd'hui vous intéresser au parcours santé et nutrition, signe officiel qualité et origine, également les développements durables et certains autres produits qui seront donc dédiés sur ces petits programmes que vous retrouvez, je vous le rappelle, à l'entrée du hall de Eurexpo. Dans les programmes du jour, à noter, Karine vous en parlait il y a quelques instants, l'International Catering Cup à l'Espace des Chefs. Ça a commencé ce matin à 9h. Ça se poursuit toute la journée jusqu'à 18h. La remise des prix se fera tout à l'heure à 17h30. Également le 4e Grand Prix de la restauration des lycées Rhône-Alpin à l'espace Cuisine en Scène. Le concours a démarré à 9h, il se déroule jusqu'à midi. Et puis toujours sur cet espace Cuisine en Scène, cet après-midi, le Choco Show Cooking avec dans un instant Véronique Anastasie, la directrice de Planète Goût, qui viendra vous parler de ce Choco Show Cooking et qui viendra nous expliquer ce qu'il va se passer sur cet espace Cuisine en Scène à partir de 14h. Également aujourd'hui donc sur le CIRA, la Coupe de France de la boulangerie sur l'espace Tendance Pain. C'est entre 9h et 18h. La 7e Open des desserts gaffés, le 7e Open des desserts glacés. Ça se passe sur l'espace de la Maison de la Pâtisserie. Ça a commencé à 9h et ça se tient là-bas jusqu'à 15h. Le Cup Tester à l'espace Café Chaud, ça a commencé à 10h et ça se déroule jusqu'à 14h30. Et puis ensuite, vous aurez le Latte Art, toujours sur l'espace Café Chaud, entre 15h et 18h. Et puis ce soir, à ne pas louper, le CIRA Off pour la première fois cette année. Le CIRA vous propose un off avec un événement d'ampleur qui va se dérouler à partir de 18h sous le tunnel de la Croix-Rousse. C'est un marché géant. Vous allez trouver énormément de produits. Je crois qu'il y aura des records du monde qui vont être établis ce soir dans le Guinness Book des records. Je vous invite donc en masse à rejoindre le tunnel de la Croix-Rousse à partir de 18h ce soir. Pôle Expert, ce sont des visites guidées
que vous allez pouvoir suivre. Alors, départ au stand G2A13 dans la galerie numéro 2 avec Nutri Marketing. Prochain départ, ce sera... Mais oui, dans quelques minutes, vous avez encore le temps, c'est 10h30. Donc 10h30 pour la visite des tendances de l'innovation. Et puis demain, ce sera l'après-midi pour ces visites guidées Nutrimark avec donc des consultants de l'équipe Nutrimark. Ce sera à partir de 15h, toujours donc pôle départ, stand G2A13 dans la galerie 2. On va maintenant s'intéresser à l'activité de cet après-midi, l'événement de cet après-midi. Il s'agit du Choco Show Cooking avec Véronique Anastasie. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes donc la directrice de Planète Goût, organisateur de ce Choco Show Cooking, un show dédié au chocolat, mais pas seulement, il y aura également du goût, des sensations, de l'émotion. C'est un petit peu tout ça que vous allez essayer de faire passer avec un pays à l'honneur, le Pérou, et un gage de qualité que vous avez vraiment voulu mettre à l'honneur, parce que pour vous, le produit est important. Alors, on commence par parler du produit, le chocolat, le Pérou. Pourquoi le Pérou ? Alors pourquoi le Pérou? Parce qu'en cuisine, le chocolat font quand même un cacao assez puissant. Et on a des cacaos très doux, comme par exemple le Madagascar. Et puis donc on a fait ce travail de recherche aussi avec le chocolatier Morin, qui est notre partenaire en beans to bar, c'est-à-dire de la fève à la tablette. Il travaille la matière et il travaille directement au Pérou. Et c'est un des chocolatiers français qui connaît le mieux le Pérou, puisqu'il y va régulièrement. Et il avait un choix énorme de possibilités de fèves à travailler. Donc on a testé ça avec des restaurateurs et on a choisi finalement une contrée du Nord avec une fève assez musquée, assez puissante, qui va contrecarrer le gibier qui va être cuisiné de la Fédération française des chasseurs de France. Parce qu'en fait, l'idée aussi de ce Choco Show, c'est de montrer l'utilisation du cacao en cuisine, donc avec des plats salés et pas forcément sous des aspects sucrés. Oui, en fait, c'est un prolongement de ce que nous faisons à Intersuc avec notre festival Sens et Chocolat, qui vise à éduquer les professionnels, à savoir ce qu'ils achètent, d'où vient le produit et avoir une identification, une traçabilité poussée. Comme les grands chefs travaillent avec leurs jardiniers, leurs potagers, leurs petits producteurs locaux, les chocolatiers de plus en plus vont chercher leurs planteurs directement dans les pays, créer une relation, et c'est autre chose qu'un chocolat qu'on achète sans savoir d'où il vient. Donc là, dans le Choco Show Cooking, l'idée, c'est de passer dans l'univers du salé au Syrah et de faire découvrir la valeur ajoutée d'une fève d'origine dont on a toutes les flaveurs. Et c'est le profil sensoriel et goût qui a été donné au jury qu'il va falloir retrouver dans la cuisine. Et le challenge des chefs, finalement, ça va être de mettre en scène le cacao sous forme de fèves torréfiées, le gruet, donc qui est en fait broyé sans la peau, et le chocolat à 70 et 100% de cette plantation de Toumi du Nord, qui a un goût particulier, et de le travailler en cuisine sur 2 épreuves, les canapés, ils ont 2 canapés à faire, et le plat cuisiné qui va être commenté avec notre président du jury, qui, vous le savez, est quand même notre grand maître, président déjà des MOF chocolatiers de France, lui-même qui a donné le chemin, puisque c'est un grand MOF chocolatier. Alors ce sera aussi un show interactif, parce que je crois que vous avez tenu à faire participer une partie du public, pas tout le public bien entendu, mais des gens seront sélectionnés dans le public pour venir déguster les plats, pour arriver aussi, on va dire, de leur point de vue de spectateurs et pas forcément de professionnels du monde du chocolat ou de la restauration, à venir apporter une sensation, un ressenti par rapport à ce qu'ils vont goûter. Alors tout à fait, j'invite tout le monde à venir à Cuisine en Scène à partir de 14h, 14h30. Le show démarre toute l'après-midi, vous pouvez passer quand vous voulez. Nous avons donc les chefs qui vont constamment ou préparer des canapés ou des plats cuisinés, et nous avons invité plusieurs professionnels dans la tribune à venir goûter. Donc c'est assez exceptionnel parce que finalement dans la cuisine, travailler le gibier comme le chevreuil, filet de chevreuil, le suprême de faisan et le colvert pour les canapés, c'est assez rare. Avec du cacao du Pérou dont on connaît l'origine, c'est assez unique. Donc je vous invite à venir goûter. Eh bien, moi aussi, je vous invite à nous retrouver cet après-midi donc sur l'espace de Cuisine en Scène avec Véronique Anastasie pour ce Choco Show Cooking. Fin de ces Syrah News. Karine Tessandier, c'est à vous. Merci à vous.
Merci Michel, merci Véronique. On se retrouve tout à l'heure avec plaisir. Alors je vous propose désormais de voir une vidéo du montage du salon, du montage des stands. C'est vraiment un moment clé puisque c'est le moment où se concrétisent des heures et des heures du travail. Comment s'est passé ce montage? Eh bien, on est allé poser la question aux exposants. Il faut arriver un peu à l'avance quand même pour s'installer comme il faut. Jusqu'à présent, tout va bien, un peu en courant d'air, mais sinon, tout est parfaitement organisé. Le montage de notre stand se passe très bien. On a travaillé très en amont. Ça fait une vingtaine de mois qu'on est dessus. Ça fait très plaisir de voir le stand qui est bien abouti, ce qui n'est pas le cas de partout. Alors c'est la première fois qu'on participe au CIRA et donc on espère de rencontrer des nouveaux clients et éventuellement donc de trouver des clients d'autres régions et puis pour faire connaître nos produits. Donc on espère avoir de nombreux visiteurs et puis également rencontrer nos fournisseurs qui eux aussi exposent sur le CIRA. Alors nous sommes présents au CIRA dans un objectif très simple, c'est de montrer notre place et d'exister dans le monde de la restauration, dans notre position de leader des produits frais à la restauration livrée. Le CIRA en un mot, c'est le rendez-vous incontournable des professionnels de la restauration, française, lyonnaise et internationale. En un mot, le CIRA pour moi c'est bonheur et qualité aussi pour faire découvrir aux gens les produits que nous pouvons leur fournir. Mercredi soir, après dans quelques jours CIRA, ça sera vraiment une réussite pour Charquelor si on aura un carnet avec plein d'adresses des acheteurs, des clients potentiels. Ça se mesurera en un nombre de clients qui seront venus chez nous, qu'on aura rencontrés, avec qui on aura partagé. Ça se mesurera à la satisfaction de nos commerciaux qui seront les mieux à même de nous dire si oui ou non ils ont fait un bon salon. Comment éviter le gaspillage en restauration collective? Telle est la question. Assiette trop pleine, plat sans goût. Et bien voilà autant de facteurs qui nous poussent à tout jeter à la poubelle. Et bien figurez-vous qu'on a des moyens, en tout cas quelques pistes, pour limiter la casse. C'est ce que nous allons voir avec Laurent Terrasson et ses invités. C'est trop sympa. T'es vraiment... Bonjour, on est en Laurent. ligne ou pas? Ben, que on ça est y en ligne, on est online, on est tout ce que Bon. tu veux. Et donc on commence 5 jours de CIRA. Oui. Oh là là. Pour parler de nourriture. Voilà, Tiens, de restaurant. Ah, qu'est-ce tu que liras, c'est une philosophe qui parle de nourriture. C'est de plus en Parfait. plus, tu vois, important les aliments. Enfin, je sais pas comment toi, tu sens les bouleversements que l'on a dans nos sociétés autour de l'alimentation. Et puis là, on commence le CIRA pour parler du gaspillage alimentaire. Absolument. Ah oui, on Faut aurait que ça pu cesse. finir là-dessus, mais on a des illustres représentants, tu vas voir. Alors, ils ont les présentez-moi. micros, alors ils vont avoir les micros. Et une fois qu'on leur a donné la parole, tu vas voir, ça va partir, c'est trop fort. Alors, à ma gauche, maître restaurateur, il prône le fait maison. Un vrai bistrot parisien, ça s'appelle le Mesturé. Et alors, et ça, il faut y aller. Hein. Oui, Et Alain Fontaine. Voilà. Bienvenue. Ah, tu connais. Ouais, voilà, Alain Fontaine. Oh, ben voilà, on n'a même plus besoin de le mentionner. C'est fini. Et puis, donc c'est un restaurateur parisien et on a chez Moulineau. Hein? Moulineau, comment il s'appelle, monsieur Stéphane Martinez. Donc ça, on va parler, qu'est-ce que c'est que Moulineau? Il a aussi un bistrot qui s'appelle le Petit Choiseul. Donc finalement, je ne vais pas mentir, j'ai fait votre connaissance il y a quelques minutes et c'était passionnant. D'accord. Le débat a démarré là dans les coulisses. Et alors pour terminer les présentations. Eh bien voilà, quelqu'un, moi je suis un peu plus proche de lui, c'est de la restauration collective, Luc Delahaye, qui là parlera de tout l'engagement de la restauration collective, non seulement scolaire, hospitalier, administration, enfin et autres, qui luttent pour en fait réduire le gaspillage alimentaire. Enfin bon, en attendant,
une autre invitée, Karine. Mais quel bonheur d'être avec Karine. C'est vraiment... Ah, mais ce Laurent. Ah mais non, mais attends, c'est génial de Mais commencer. Mais moi, je viens au partagez. CIRA parce que tu es là. Oh, t'es mignon. Oh non, je vais pas le dire trop fort parce que les organisateurs, ils vont me vouloir. Bon, en Alors. attendant, on va parler de gaspillage alimentaire. En restauration collective, Et- c'est là où on a les plus grandes pertes. Ah, tu veux commencer par... Ah, tu penses qu'on gaspille beaucoup plus en restauration collective? Luc, prends le micro, hein, surtout. Oui, oui. Alors, c'est vrai que c'est important. Hein, mais non, c'est important. Les pertes. Le gaspillage Oui. est important en restauration collective Bon. et c'est vrai. Beaucoup à l'hôpital, si je peux me permettre. Visiblement. Alors, pas tant que ça. oui et non, on va D'accord. dire. L'hospitalier, on peut le différencier dans deux parties. On Ok. peut différencier hôpital de jour Mhm. et puis tout ce qui est EHPAD, maison de retraite, où là c'est un service plutôt à table, où sur un service à table, on n'a pas trop de pertes, D'accord. justement. L'hospitalier, pour les entrées de jour, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de pertes. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les effectifs à l'avance. Non, Et c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Tu sais, quand tu es malade, c'est pas évident de Non, mais manger. c'est Il sûr. faut prendre conscience de ça. Absolument. Même un repas gastronomique est super bien présenté par Monsieur Fontaine. À l'hôpital, je pense que quand on est malade, on n'a pas forcément envie de tout manger. C'est très difficile l'alimentation hospitalière. Donc effectivement, il y a du gaspillage, mais je pense que c'est un secteur, l'hospitalier, qui prend vraiment la mesure du gaspillage. Un secteur qui est en avance pour la lutte contre le gaspillage, non seulement alimentaire, mais dans la globalité. Je sais pas, c'est un secteur dynamique par rapport à ça. Tout à fait. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de quantifier le gaspillage. Est-ce qu'on Oui. gaspille, est-ce qu'on ne gaspille pas? Et ça, il faut démarrer par là pour pouvoir faire des choses et mettre des actions en place. Et c'est Très bonne important. question, très bonne question, parce que là je sens Monsieur Martinez complètement. Mais alors là, sur les starting blocks, pour nous dire est-ce qu'on gaspille ou est-ce qu'on gaspille pas? Mais prenez un micro, Monsieur Martinez. Je me préparais, voyons. Bah, Je suis à la voilà, starting block, voilà. ça va que j'attaque, attention, je vais pas vous laisser comme ça. Voyons. Est-ce qu'on gaspille ou est-ce qu'on gaspille pas? Dans quel secteur? Dans notre Ah, mais secteur de à tout, nous. toute la restauration. Alors, Allez, on va attention. Nous, Stéphane Martinez représente une profession d'indépendant qui prône le fait maison, le manger local. Donc on gaspille. Il a fallu prouver aux professionnels où est le gaspillage et comment. C'est-à-dire que déjà, avant même de dire on gaspille, pour savoir si on gaspille, il faut peser. Ah, il faut peser. Est-ce que vous pesez? Alors attendez, Monsieur Fontaine. Nous, on pèse grâce à la société Moulineau qui chaque matin, quand ils viennent collecter nos conteneurs, on sait qu'on a pratiquement chaque jour, mais on peut le savoir au gramme près, 70 kilos de déchets. Étant donné, comme vous l'avez dit, je suis maître restaurateur, donc on fait tout maison. Moi, où je suis étonné, c'est qu'on parle des consommateurs, mais on ne parle pas des producteurs de déchets. Les premiers producteurs de déchets, c'est en cuisine que ça se passe. Oui. C'est les épluchures, c'est le taillage, les viandes, les poissons. Et là, il y a beaucoup de gaspillage. Et quand on travaille comme ça avec la société Moulineau et qu'on collecte vraiment les biodéchets, on s'aperçoit très très vite de ce qu'on gaspille. Et là, on commence à faire déjà des économies au niveau de la production sur le gaspillage. Donc parlons déjà des producteurs que sont les cuisiniers qui produisent des déchets. Et puis après, on peut parler effectivement des consommateurs en faisant attention à leur assiette parce que, évidemment, une fois que vous remplissez vos poubelles de biodéchets, spécifiquement de biodéchets, vous apercevez des assiettes qui reviennent. Et qu'est-ce qui revient? Et à un moment donné, vous chargez moins les assiettes, ce qui n'est pas facile pour un bistrot. Moi, je suis un bistrot, donc un bistrot, les gens veulent beaucoup dans leur assiette. Donc c'est toujours un équilibre entre savoir comment on présente l'assiette, mais aussi ce qui va revenir. Et s'il en revient trop, eh bien évidemment, on fait très attention. Donc, gérer les biodéchets, c'est aussi gérer son coût matière. Voilà. Il est génial. Hein. Merci, on lui Alain. passe le il est fort. micro et alors là, il capte tout l'auditoire. Vous avez vu cette tension. Puis alors, il a des arguments. Oui. Hein. Qu'est-ce que vous dites chez Moulineau là? Moi, Alors, j'adore chez Moulineau, il a fallu qu'on fasse prendre conscience à Monsieur Alain Fontaine, mais aux autres aussi. Vous en avez beaucoup? Où sont ces personnes? On en a. Alors, ce test pilote, les 80 professionnels qu'on a mis en place sur Paris en la collecte, ça s'est jamais fait. Hein. On est pionniers. Hein. Vous êtes Collecter- un pionnier. Mais je savais que le- Moulineau était un Le pionnier. Sinorca a collecté 584 tonnes de déchets organiques sur 84 tonnes. 584 Ah ouais, attends, j'avais tonnes loupé. de déchets collectés sur une opération de juillet à novembre. 2000 salariés sensibilisés au gaspillage alimentaire et à la mise en place du tri des biodéchets avec 98% de tri positif et 2% d'erreurs, avec que des professionnels qui sont engagés dans le fait maison et les produits locaux.
Moi, je dis chapeau, ça rime. Ah, ça c'est bien, Mais- ça c'est bien. Vous allez sauver la restauration du début Non. à la fin, du fait maison au gaspillage alimentaire. Non. Mais est-ce que vous vous occupez de restauration collective un petit peu? alors- Est-ce que vous récupérez un petit Alors, la récupération, avant de parler de récupération, les outils qu'on a mis en place pour leur montrer qu'il y avait du gaspillage alimentaire, parce que dans notre profession, les ratios sont bien déterminés, nos marges sont bonnes. Donc, quand les ratios sont bons, les marges sont bonnes, il n'y a pas de gaspillage, on est bien d'accord avec nous. Donc, il a fallu, nous, qu'on fasse des pesées différenciées, avec des sacs différenciés, sur tout ce qui est fabrication en amont de 9h à midi, avec un sac transparent, de midi à 15h avec un sac transparent d'une autre couleur pour tout ce qui est retour d'assiette, et un autre sac transparent un peu rouge pour tout ce qui est produit périmé en DLC. C'est-à-dire, chez nous, la mayonnaise qu'on monte le matin, on ne peut pas la repasser le lendemain. Mais alors, qui fait le tri? Il a Alors, fallu, la il a mise en fallu place. embaucher quelqu'un en plus ou pas? Non, 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 non. Non, un nom, tu vois, non, voilà, non, non, orchestral. non. Alain Mais va vous attendez, l'expliquer. Monsieur Fontaine va vous l'expliquer. Alors, cette politique de bioléchage, ce que n'a pas dit Stéphane, c'est parce qu'elle est timide, mais les 584 tonnes, ça a permis de faire combien d'engrais? Une tonne, pratiquement 500 tonnes d'engrais, c'est ça? Grosso modo Exactement. Il y a à peu 500 près tonnes 500 d'engrais. tonnes d'engrais, c'est-à-dire d'apport organique remis Voilà. dans les sols cultivables sous forme d'azote. Voilà, et puis après du gaz et tout ça. Alors nous, notre personnel, ça a été très important. Quand ils sont arrivés avec leur projet, on a formé notre personnel, on n'a pas embauché quelqu'un de plus, mais on a vu une grande sensibilisation de notre personnel. Et pour une fois, pour la première fois, ce personnel qui vit dans des pavillons ou dans des appartements, à qui on dit tu mets ton sac plastique là, ta bouteille là, ils ne savent pas. Là, ils participaient pour la première fois à un geste écologique et ils produisaient de l'écologie. Alors, ils produisaient bien sûr de la cuisine et aussi, ils sortaient de leur activité proprement cuisine. Ils devenaient acteurs de l'écologie dont ils entendent parler tous les jours et ils ne savent pas ce que c'est. Et là, grâce à la Société Moulineau, grâce à cette collecte de biodéchets, ils savent ce que veut dire le phénomène écologique. Tiens, la page de publicité pour Moulineau, je te et jure. Attendez. Juste un dernier point. Ah, l'acte citoyen, là, d'accord. L'acte citoyen est bien, mais quand on parle aux professionnels et de développement durable, il faut qu'on montre que économiquement parlant, il y a une source de revenus. Parce que sinon, le développement durable pour une entreprise, on on ramène au ici. pognon. Faire du verre pour faire du verre, c'est pour ça que ça marche marche pas. le gaspillage alimentaire, c'est que ça fait gagner de l'argent. Exactement. Ah, donc on va enrichir la France. Mais le problème, là, l'acte citoyen, est-ce que par rapport aux enfants, il n'y a pas quelque chose qui se passe en restauration collective pour motiver les enfants, justement quand ils rentrent chez eux, à trier Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées en restauration collective? Tout à fait. En restauration collective, on a commencé, comme M. Moulineau, de quantifier ce gaspillage. On a fait un tri sur les emballages pour pas que ça rentre dans le gaspillage alimentaire. On a fait un tri sur le reste d'assiette. On a fait un tri sur le reste de production. Tout ce qui est produit qu'on ne peut pas mettre en cellule pour le repasser le lendemain ou qui est au self et qu'il faut qu'on jette au niveau sanitaire, c'est primordial. Et le reste de pain, parce que le pain en France est très important. Oui. Et c'est là-dessus qu'on peut donner des déclics, surtout à nos élèves dans la restauration scolaire. Le fait de jeter du pain peut être quelque chose, un déclic. Le pain, c'est très symbolique. Oui, j'ai vu des actions extraordinaires avec simplement des panières de pain où on faisait une référence en disant on a économisé tant de pain, ça veut dire la valeur d'un téléphone portable, la valeur d'un plein de scooters. Ça parle aux enfants. Il faut remettre l'alimentaire, parce que c'est vrai que ça reste des adolescents dans le système scolaire, même plus loin dans le lycée. Il faut remettre le gaspillage en termes de choses qui se servent, de matériel qui se servent. Un iPad, un téléphone, un jeu vidéo. Donc la valeur économique, et c'est comme vrai disait que là, Moulineau. ils disent, mince, on jette ça. Hein. Vous faites des actions par rapport au pain, petite parenthèse, par rapport au pain spécifiquement? Alors nous, les actions, Alain vous le dira, Monsieur Fontaine, le pain... Encore le Vous pain... êtes toujours en train de renvoyer à Monsieur Fontaine, puis après il garde le micro pendant des heures. Le pain... Ah ouais, c'est ça, voilà. Le pain, il suffit juste de relancer le pain perdu, cher monsieur. Bah oui. Ben voilà. Ça, c'est une des On peut recettes faire du magnifiques. pudding, Voilà. le chèvre chaud qui est fait sur un toast avec du pain de la veille, enfin ça Parfait. passe. Les croûtons de pain Bien qui sûr que ça vont passe. dans la soupe de poisson. Vous faites du pain perdu en restauration collective? Alors on fait du pain perdu, mais le pain perdu, on ne peut pas le faire avec un pain qui a été sur un plateau et qui... Ah oui. Voilà, donc ça c'est impossible. Oui. Le pain perdu, il peut être fait sur du pain qui a été coupé en cuisine et qui n'a pas été consommé. sorti de la Jusque-là, cuisine, ouais. on est bon. Mais une fois que c'est sur le plateau, c'est poubelle.
que ça soit mangé ou pas mangé. Luc, tu avais des chiffres à nous donner, Voilà, c'est ça j'ai quelques chiffres. On a fait une étude sur 90 établissements, collèges et lycées. Quelle région? Bourgogne. Ah, très belle région. Voilà. Très belle région. Donc on a commencé avec quelques établissements pilotes pour voir comment on allait mener cette action. Il y a eu 3 établissements pilotes au départ et après on a fait l'action sur 90 établissements. Alors les chiffres du premier constat, parce qu'il fallait faire un constat, sont quand même importants. Sur les 50 premiers établissements, il y a eu 7 tonnes d'emballage sur un mois. D'accord? Sur un mois. Et il y a eu en reste d'assiette 44 tonnes. 44 tonnes. Alors ça sur la globalité de l'assiette, tout ce que... Voilà, 44 tonnes. en un mois. Oui, sur les restes de production. C'est plus que le prix d'un scooter, ça. Ah oui. Tout à fait. Donc l'étude a été faite sur 500 000 repas, pour donner une ordre d'idée de nombre de repas. Les restes de production, il y a eu 12 tonnes de restes Alors, de production. quand tu dis reste de production, c'est-à-dire ce que je dis, la légumerie, voilà. Fin de CEF, même pas la légumerie, on n'a pas pesé le fait des épluchures. Pour moi, c'est pas du gaspillage alimentaire, c'est du gaspillage inévitable, on va dire, c'est du déchet. L'épluchure, on est obligé d'éplucher un légume ou un fruit. Hein. Donc ça, c'est pas rentré dans ces chiffres-là. Et en nombre de pain, on a jeté à la poubelle 14 000 baguettes de 400 grammes. 14 000 baguettes de carton. Oh non, mais ça fait mal aux oreilles. Oui, là c'est ça. Hein. Là tu nous. Ah non, mais attends. Ça pique. Alors, ça fait 127 grammes de repas, on va dire, jetés, gaspillés, sur une assiette de 510 à 520 grammes. Donc vous voyez que c'est quand même important. Est-ce que vous avez à peu près budgété ça? Parce que tu sais, oui, bien sûr, je vais vous donner ce que ça coûte en argent. J'ai un problème de digestion là dès le début du salon, ça commence mal le Syrah. Faut pas avoir peur. Alors sur un mois, ça fait 261 000 €, en sachant que le prix de revient matière d'un repas en restauration collective scolaire, c'est que sur le scolaire, est à peu près de 2,20 €. 2,20 €, ouais. Donc le coût denrées alimentaires pour une assiette. Donc là, en économisant de l'argent sur le gaspillage alimentaire, vous allez peut-être plus remplir les assiettes? Ah non, au contraire. Au contraire, on va mettre la bonne mesure, comme disait M. Fontaine tout à l'heure. Non, mais là, nous avons la bonne mesure ici. La bonne mesure dans l'assiette pour éviter le gaspillage. Les causes, je vais y venir parce qu'on a trouvé les causes de ce gaspillage et après, c'est les actions qu'on met en place. Juste un autre chiffre. Ça représente à l'année, sur ces 50 établissements, 1 800 000 € de gaspillage alimentaire. 1 800 000 € de gaspillage alimentaire. Pour 50 établissements. Pour 50, oui, c'est ça. Quand on remet ça c'est des établissements bourguignons, alors voyons. Ça, bien sûr. C'est en Bourgogne, c'est pas. Alors on est en train de faire des études dans le Pas-de-Calais, on est en train de faire des études à Lyon. Ah, parce que Restocco, c'est national. C'est national, bien sûr. Voilà, bien ça, sûr. Il fallait le dire, tu l'avais pas dit tout à l'heure. C'est chose faite désormais. Donc ça représente 0,47 centimes. Est-ce qu'on est juste avec le temps? Écoutez, je ne vais pas tarder de vous couper la parole, malheureusement. Parce que tu dois partir. On était en très très bonne compagnie. Non, c'est pas ça. Vous pouvez rester d'ailleurs et participer au duplex qui va avoir lieu dans un instant. Je vais me rapprocher du plasma et je reviens vous voir juste après. Bon, mais ça va. Ça vous convient? Bon, voilà, mais tu sais, il faut être bref, efficace. Mais non, mais tu vas finir, tu reviendras. Je reviens vous voir. Ne nous abandonne pas comme ça. On va juste se rendre sur l'espace concours. Je vais me placer juste à côté de cet écran de télévision car le duplex n'attend pas. Nous allons donc faire un petit tour. Vous l'avez vu, grâce à notre dispositif et à nos écrans, eh bien, on n'a pas besoin de bouger pour aller voir ce qui se passe sur l'espace concours. On a l'œil qui va vous renvoyer tout de suite les images de cet espace. Donc on va parler de l'International Catering Cup. C'est la référence en matière de concours mondial du meilleur traiteur. L'excellence de la profession est réunie sur cet espace concours et on va retrouver dans quelques instants Joël Mauvigné qui est le président fondateur de l'International Catering Cup. Bonjour Joël Mauvigné. Bonjour. Karine. C'est pas grave Jean-Claude. Oui, merci. Écoutez Joël, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Je le disais juste à l'instant, l'excellence de votre profession est réunie là sur cet espace concours. Vous êtes le président fondateur de l'International Catering Cup, président également de la CNCT, meilleur ouvrier de France charcutier traiteur, comme on peut le voir avec votre joli col tricolore. Et on va parler de votre concours qui en est à son 2e jour de compétition.
compétition aujourd'hui, car si j'ai bien suivi hier, il y a eu de nombreuses heures de travail en laboratoire qui se sont soldées par un chargement des camions. C'est bien ça? C'est ça, Karine, vous avez bien entendu tellement participé avec nous que vous connaissez le fonctionnement du traiteur. Et en même temps, eh bien, il y avait Sophie Pignal qui est à mes côtés, qui était là aussi pour faire le reportage. Donc c'est magnifique. Je vois que vous impliquez cette chaîne Antenne 2 là. C'est magnifique que vous soyez à nos côtés. Voilà. Donc Karine, tout s'est bien passé. Le concours monte en puissance. Oui. On a vu de nouvelles équipes en même temps. On a vu de nouveaux produits. Oui. Donc il y a une implication générale. Le concours monte en puissance. Et puis après, bien entendu, il y a eu ce chargement de camions comme vous le connaissez. D'accord, Joël. On est désormais à quelques minutes du premier envoi, n'est-ce pas? Tout à fait. Exactement dans 8 minutes, l'équipe du Japon va envoyer son pâté croûte avec un chutney. Voilà, donc ils sont dans les starting blocks, comme tous les autres aussi. Oui. Mais ça commence à chauffer. Alors on va rappeler, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être auprès de vous sur cet espace concours, que vous avez face à vous dans les box 12 équipes internationales en lice pour le trophée en or, ce magnifique trophée. Comment ça se passe, Joël, au niveau des sélections? Alors, les sélections, il y a pas mal de pays. On arrive, vous savez, on est un jeune concours, hein, mais nous avons à peu près 7-8 pays qui font déjà des sélections nationales. Ok. Et ensuite, les autres pays, surtout les nouveaux, il y a eu une sélection faite par un coach qui a déterminé les meilleurs candidats, bien entendu, pour venir être en compétition. Et puis, ces nouveaux pays, ces gens-là qui sont venus nous rejoindre, vont devenir les coachs et le coach et en même temps vont déterminer les futures équipes pour venir dans l'édition de 2017. D'accord, Joël. Eh bien, écoutez, merci d'avoir assuré ce duplex, car je sais qu'à 8 minutes d'un premier envoi de place, c'est pas évident. On souhaite évidemment bonne chance aux 12 équipes en compétition et on suivra tout à l'heure, autour de 17h30, je crois, les résultats de votre International Catering Cup. À tout à l'heure, Joël. Merci. Karine. Merci beaucoup et on va continuer la visite avec... Allez, je vais retourner vous voir pour conclure ce magnifique débat et on se reverra, Laurent, plus tard sur cette web TV, avec plaisir. Alors, le mot de la fin sur ce gaspillage alimentaire en restauration collective. Le mot de la fin, je pense que Monsieur Fontaine l'a dit, mais toi, Luc, vas-y. Alors, le mot de la fin, c'est que par rapport à ce gaspillage, on a mis plein d'actions. Il y a plein d'actions qui sont en place. Et un établissement qui est, par exemple, à 47 centimes de gaspillage, au bout d'un an, il n'est plus qu'à 13 centimes. Bien. Ah voilà. oui. Très bien. Donc, c'est plus que il y a divisé des par vraies deux. solutions. Oui. Des vraies solutions. Il faut un engagement des équipes et aussi une sensibilisation des élèves ou des convives, quand c'est des convives, par exemple, en hospitalier. Très bien. Alors, ce qui est effectivement important, c'est de dire on réduit les déchets, mais il y aura toujours des déchets de par ce qu'on produit et de par aussi ce qu'on laisse dans les assiettes. Et ce qui est important, c'est que ces déchets qui sont récupérés, comment ils sont récupérés et ce que ça peut ramener aussi dans l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est une vérité, c'est une réalité aujourd'hui. Et je crois que quand les biodéchets, par les indépendants comme nous, les restaurants publics et autres, quand on récupère tout ça, ça peut repartir dans l'agriculture. Donc on peut arriver à ce que ces déchets qu'on croit terminés et qui ne sont plus dans l'économie peuvent re-rentrer dans l'économie et resservir et ainsi de suite, produire un petit peu comme ce magnifique journal. Ce journal peut être fait avec de la récupération de papier. Et bien c'est pareil, on peut récupérer les déchets et les faire repartir dans l'économie. Voilà le mot de la fin. Très bien. Très bien, merci. Et puis on préserve la planète, ça c'est important. Évidemment. Voilà le mot de la fin. Karine, merci. Merci à vous, messieurs, d'avoir pris le temps de passer sur cette web TV. Nous allons désormais enchaîner avec quelques petites douceurs. Ça vous dit? Gabriel Paillasson. Voilà, avec quelqu'un. Oh, quel T'as bonheur. qu'à me flinguer mon lancement pendant que tu y es. Non, mais attends. Avec quelqu'un que vous connaissez forcément, puisqu'on va parler il m'a invité demain. puisqu'on va parler de la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et qui dit Coupe du Monde de la pâtisserie dit Gabriel Paillasson. Jingle. Venez, chef, je vous emmène. Bonjour, monsieur Paillasson. Bonjour. Vous allez bien, vous aussi?
Tout va bien. Quand Écoutez, nous sommes au Syrah, tout va bien. Tout va mieux, absolument. Vous êtes le président fondateur de la Coupe du Monde de pâtisserie. Vous êtes connu ici comme le loup blanc. Et ce n'est pas qu'une expression. Ne me faites pas remarquer que je me teins les cheveux en blanc. C'est pas du tout ce que je voulais dire. On va pas revenir sur votre parcours dans le détail, mais simplement, en préparant cette émission, j'ai découvert, je ne le savais pas, que vous êtes cofondateur du Syrah, avec une première édition en 83, qui était plutôt artisanale encore dans le centre de Lyon. Eh ben, nous étions en 83 avec l'Association des métiers de bouche, fondateur de ce fameux Syrah, quai Achille Lignon, Oui. dans les anciens bâtiments. Parce que maintenant, c'est plus même quai Achille Lignon. D'ailleurs, je crois que c'est passé quai Général de Gaulle. Donc, fabuleuse aventure, parce qu'au départ, nous avons fait presque les visiteurs, les animateurs. Vous faisiez tout. On a amené le matériel, on en a tout fait. Mais c'était dans une ambiance et une convivialité formidable. Ouais. Alors, le Syrah, bien entendu, a évolué. C'est normal, ça fait partie du jeu économique. Mais le petit problème que nous avons peut-être perdu un peu de convivialité. Vous croyez? Un peu. Pourquoi? Par la dimension peut-être Par la de la dimension, manifestation? c'est normal. Dès que c'est Oui. trop grand, Bon. après chacun regagne un peu, je dirais, ses fonctions normales, la cuisine d'un côté. Mais je trouve que cet élan fabuleux en réunissant toutes les professions à l'époque était quelque chose d'exceptionnel. Ça l'est. Toujours resté. Alors, Monsieur Paillasson, on va se tourner vers l'avenir. Parlez-moi de votre compétition, de cette Coupe du Monde de la pâtisserie et surtout de l'évolution de cette manifestation. Alors, cette Coupe du Monde de pâtisserie, on peut dire qu'elle a évolué sur 3 critères. Oui. Les pâtissiers étaient un métier peu connu. On parlait beaucoup de le nôtre, et puis bon, après, le reste n'existait pas. Donc, la Coupe du Monde a permis de faire connaître notre métier au niveau de la presse. Ça fonctionne merveilleusement bien. Nous avons des individus qui sont très connus, tels que Michala, Carmé, et j'en passe et des meilleurs. Mais surtout, même au plus profond de la province, on parle de la pâtisserie, ce qui nous permet d'attirer des jeunes vers nos métiers. C'est l'important. L'important, c'est pas ce qu'on fait nous. L'important, c'est d'assurer l'avenir et la pérennité des métiers. Du moment où nous avons des jeunes qui viennent dans nos métiers et qui poussent la porte de nos laboratoires, on a gagné parce qu'on assure la pérennité de nos entreprises. Il y a eu des évolutions évidemment majeures en termes de matériel, de technologie, une évolution artistique même. Alors l'évolution, là c'était l'évolution, je dirais, presse. Il y a eu une belle évolution puisque plus de 41 nations différentes sont venues participer en finale à la Coupe du Monde. 856 compétiteurs depuis le début en finale, 253 présidents de jury, quelques présidents d'honneur que nous connaissons tous, fabuleux, qui acceptent de venir. Là, cette année, nous avons l'Italien Injo Massari qui vient, qui est très très connu en Italie, et puis même ailleurs d'ailleurs, donc qui viennent soutenir cet événement. Bon, de ce côté-là, c'est très positif. Le concours par lui-même évolue tout le temps parce que toutes les années, il faut amener quelque chose de nouveau. Puis vous savez, c'est un peu comme la Formule 1. Il faut de temps en temps redresser les choses parce que ça a tendance un petit peu à dévier, mais ça fait partie du jeu, c'est normal, il faut l'accepter. Cette année, il y aura un bloc de chocolat à sculpter parce que je trouvais qu'on commençait à faire beaucoup de moulage. Il n'y a rien d'artistique dans le moulage, à condition... Si le gars fait son moule lui-même, à la limite peut-être, mais je trouve que c'est pas la peine de faire une compétition mondiale pour faire du moulage, ou alors on fait une compétition de moulage. Et ce bloc, ils doivent l'intégrer dans leur pièce artistique. Ils doivent l'intégrer dans la chocolat, présentation, voilà. La pièce en glace, donc elle reste pièce en glace, mais ils ont 2 blocs au lieu d'un. Je pense qu'on verra des pièces plus aériennes. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Et puis... la sculpture en sucre? La sculpture en sucre... on va voir ce que ça va donner. L'essentiel, c'est que ça évolue. Enfin, vous savez, l'artistique est une chose, le principal, c'est le goût. Oui. Et la plus grosse notation est quand même sur le goût. Oui, au début d'ailleurs du concours, la notation était essentiellement sur l'esthétique, non? Non, toujours. On a toujours eu plus de 50% des points sur le goût. Le goût et le travail, comme on travaillait sur place. Bon, aujourd'hui... L'originalité, c'est une équipe de 3. Ouais. Bon, c'est toujours plus difficile à gérer qu'une équipe de 1, mais enfin, bon... C'est sûr. On a l'Algérie, les Philippines et le Guatemala
qui rejoignent Voilà, et le Guatemala concours. avec... la Coupe du Monde a toujours été une coupe ouverte Oui. à tout le monde, aussi bien aux ouvriers qu'aux démonstrateurs, qu'aux professeurs, qu'aux patrons. Mhm. Donc on prouve et on continue à prouver leur ouverture, puisque d'abord on a depuis 6-7 éditions des pays du Maghreb qui Oui. participent. Là, cette fois, on a le Maroc, la Tunisie, Oui. l'Algérie et puis l'Égypte. Maintenant, ils s'en Mhm. sont vus un peu pour arriver, mais Ils sont là. sont arrivés à reconstituer une équipe. Moi, je trouve ça fabuleux. Il n'y a que pour nous faire des choses pareilles. Et puis, alors, en Amérique du Sud, on a le Guatemala et nous avons sélectionné une fille qui s'est inscrite au concours, qui n'a pas voulu qu'on change les règlements du jeu, à mobilité réduite. Oui. Une dame qui est merveilleuse quand on connaît son histoire. Et je pense qu'il peut nous apprendre à avoir beaucoup d'humilité. Et il y a beaucoup d'individus qui devraient s'en inspirer. Justement, vous parlez d'humilité. Vous qui avez plus de 50 ans de carrière, à votre avis, quelles sont les qualités, mais alors essentielles, pour être un bon pâtissier? Oh, je pense que pour être un homme tout court, dans le grand terme homme, voilà. Je pense qu'il faut être curieux dans le bon sens. Il faut aimer le travail. Faut pas compter Il faut ses être heures. respectueux des autres. Ouais. Il faut être à l'écoute. Puis il faut avoir, quand on fait des compétitions, il faut avoir beaucoup d'humilité parce que, vous savez, on apprend tous les jours. Oh là oui. Et moi, j'ai plus de 50 ans de métier, j'apprends. Puis quand je suis au boulot, je me dis, pourquoi je n'y ai pas pensé avant? Je ne suis pas bien malin parce que j'aurais pu y penser largement avant. Vous dites que la pâtisserie, c'est comme un grand et un beau tableau. Chacun doit garder sa personnalité et on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais on doit garder ce qui fait son âme. Alors la pâtisserie, pour moi, c'est comme le peintre fait son tableau. Le peintre, il fait un tableau, il a sa touche à lui. Il a sa façon de voir à lui. Alors la peinture ne plaît pas à tout le monde non plus. Bah oui. Alors maintenant, on voit des boutiques multiples où ils font le même produit. Je pense que le métier est en train de s'appauvrir au lieu de s'enrichir. On s'enrichit des différences et on s'appauvrit quand on veut faire tout le monde la même chose. Bon, alors peut-être qu'au business, pour le moment, c'est fabuleux et merveilleux, mais si on a une projection sur les 20 ans à venir, je pense qu'il faut revenir à des fabrications très personnalisées. Oui. Le client va venir chez vous pour un millefeuille, il va venir chez vous pour une tarte, pour un entremets. On va pas... De toute façon, on n'aura jamais tout le monde, donc il faut rester un peu dans son cadre et être très diversifié, ce qui permet aussi à nos ouvriers et à nos apprentis de tourner et d'apprendre de différentes méthodes. Si on fait tous la même méthode, je ne vois pas l'évolution et on va s'appauvrir. Bien sûr. Vous continuez toujours de traverser le globe comme ça pour sélectionner vos candidats à travers le monde? Alors nous avons à travers le monde 4 compétitions intercontinentales qui réunissent en moyenne 8, 9, 10 nations, tout dépend des années. Donc ça nous fait une quarantaine de nations, c'est les sélections intercontinentales. Moi je vais en priorité aux sélections intercontinentales. Et ensuite Japon, Corée, bon, en gros une dizaine de sélections dans l'année, ce qui nous permet de rencontrer une cinquantaine de pays, quoi. Voilà. Mais je trouve qu'ils sont tous très motivés. Tous ceux qui participent en finale ont une belle évolution sur le terrain et c'est là qu'on a gagné. Quand le métier évolue sur le terrain, c'est merveilleux pour tout le monde et c'est notre meilleure récompense. Gabriel Paillasson, j'ai lu que votre dessert préféré était le millefeuille, car il rassemble toutes les qualités du métier. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion-là? J'ai vu que vous avez bien appris votre leçon, Oui, ça va. vous avez vu, hein, j'ai bossé. Hein. Donc, pourquoi le millefeuille? Parce que le millefeuille, il faut faire du bon feuilletage, donc il faut un bon tourrier. Il faut cuire le millefeuille comme il faut, donc il faut un bon fournier. Le millefeuille pas assez cuit, c'est pas bon, ça fait pâte. Trop cuit, ça a le goût de plus que de caramel, de brûlé, c'est pas bon. Et il faut faire une bonne crème cuite. Là, quand vous avez laissé, et vous ne pouvez pas le faire au congèle d'avance. Voilà. Donc vous êtes obligé de le faire au dernier moment. Voilà, ça c'est le métier, le vrai métier tel que je l'aime. Ouais, là, on ne peut pas tricher là-dessus. Hein. Mais non, puis dans la vie, il ne faut pas tricher, ça ne sert à rien. Ça nous retombe toujours sur le coin de la figure. Gabriel Paillasson, est-ce que vous pouvez m'expliquer le coût des wild cards? Ah. Alors, nous avons sur les critères de sélection 7 nations qui sont sélectionnées d'office par rapport aux notes et aux 3 derniers événements. Voilà. Ce qui permet d'avoir quand même une structure et une ossature
correct parce que nous avons des partenaires, donc il faut faire les choses sérieusement. Après, sur les sélections intercontinentales d'office, il y a 3 nations de sélectionnées. D'accord. Et après, eh bien, le 4e, s'il a fait du très bon boulot, Oui. c'est la plus mauvaise place, la 4e Mais place. oui, Alors, c'est vous allez me dur. dire, après, on passe au 5e, mais donc, c'est fait pour ça. C'est pour leur donner envie de venir, pour les motiver. Mm. Et il y a toujours du très très bon résultat derrière. Moi, je trouve ça merveilleux. Donc, bon, c'est des wildcards, c'est bien, mais c'est bien. Et puis ça permet de... là, le Guatemala a une wildcard. Ils n'ont pas une wildcard parce qu'il y en avait une fille à mobilité réduite. Ils ont une wildcard parce qu'ils sont arrivés 4e du concours. Ben oui, Voilà. absolument. Alors la France n'est pas là cette année, on rappelle pourquoi. C'est un point de règlement. La France C'est un point du règlement. L'Espagne n'était pas là la dernière fois. Vous savez, on n'a pas beaucoup de solutions. Où on fait le Grand Prix de tennis et il y a vraiment de l'argent en jeu Oui. et on peut reparticiper à chaque fois. Là, c'est difficile. Et puis, je trouve que la France, elle est sur son terrain. Nous avons quand même un certain avantage. Moi, je trouve que c'est bien de temps en temps de laisser sa place et de faire participer les autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle gagne tout le temps, ça n'a rien à voir. Oui. Mais bon, on a quand même un Oui, elle certain domine quand même la avantage. compétition. Hein. Ceux qui viennent de Corée, de Singapour, du Japon, il y a le voyage, il y a le décalage horaire, comme les C'est dur, États-Unis. bien sûr. Donc, même s'ils sont très compétents, il y a quand même un petit handicap. Ou alors, il faudrait mettre un handicap de points. Attention, ça va vous donner des idées. Gabriel Paillasson, quel est le rôle de la transmission pour vous? Est-ce que c'est quelque chose d'essentiel? Je sais que vous êtes un bon formateur. La transmission de votre savoir-faire est quelque chose qui vous tient à cœur. Tout à fait. Bon, parce que la transmission du savoir, c'est d'assurer la pérennité des métiers. Voilà. Donc, comme je dis souvent à mes amis industriels, je dis nous, l'artisanat, on est les seuls à créer notre propre concurrence pour assurer la pérennité des métiers. C'est quand même fabuleux. Mais c'est pour ça qu'on résiste et qu'on traverse le temps. Alors, comme je dis souvent, les dinosaures, il n'y en a plus. Mais les toutes petites bêtes ont traversé le temps depuis des milliards d'années. Donc voilà, on préfère être dans cette catégorie-là. Et votre fils David Paillasson est devenu à son tour maître artisan, perpétuant ainsi l'excellence de la maison Paillasson. Est-ce que vous êtes fier de ça, d'avoir réussi à lui inculquer D'abord, on est toujours fier que ce ces savoir. enfants poursuivent le métier. On est toujours fier qu'ils travaillent en plus. Parce Oui, que vous savez, oui, oui. à l'époque où on est, il faut surtout être fier de travailler. Après, il faut qu'il fasse son parcours lui-même, de ce qu'il a envie lui-même. Il ne faut surtout pas qu'il essaye de copier Pierre, Paul ou Jacques. Il faut qu'il fasse son travail comme il a envie de lui. Bon, alors, c'est pas toujours qu'on est d'accord. Hein, ça fait partie d'un autre débat. Ça. Mais enfin, c'est on comme a du ça. mal à vous voir fâché, vous. Ah bah quelquefois si, mais enfin Si c'est plutôt lui qui se fâche avec moi Ah. que moi avec lui. Enfin ça fait partie du jeu. Oui, puis on se réconcilie autour d'un bon gâteau, c'est l'avantage chez Voilà. vous. Bon, alors on va faire un petit rappel. Les épreuves à réaliser. Chaque équipe doit réaliser 2 entremets aux fruits, 6 desserts à l'assiette intégrant du chocolat. Glacé. Aux fruits. Glacé. Glacé aux fruits, très bien. Et 6 desserts à l'assiette intégrant du chocolat, c'est bien ça? Je crois que c'est 2 pièces 11 ou 12 artistiques. déjà, là, c'est- Oui. Non, pas ça. Ah, Si ma peut-être. mémoire est bonne. Voilà. C'est-à-dire, bon, il y a 21 équipes, donc un coup 10, un coup 11. D'accord. Voilà, et comme ils en font un pour la présentation, Mhm. ça va faire un coup 12 et un coup 11. Voilà. Voilà. Et après, entre mes chocolats, bien entendu, Voilà. comme nos principal sponsor est toujours la maison Valrhona, fidèle depuis la création. Oui. Ça aussi, hein, nous avons gardé nos partenaires privilégiés depuis le début, pratiquement. Donc C'est c'est même important. tatoué sur votre bras gauche. C'est important d'avoir. Là aussi, la fidélité fait partie, Oui, des fait partie valeurs. des fonctions et des valeurs intrinsèques. La politesse, la fidélité, donc voilà. Oui. Non, mais je trouve ça. Je trouve que c'est une belle compétition humaine aussi. Voilà. Oui. Vous ne vous lassez jamais. Oh, bah, de temps en temps, j'en ai marre, comme tout le monde aussi. Bon, ça fait partie du jeu, mais une fois qu'on est là, ça va. Oui. Mais vous savez, au bout d'un moment, c'est comme tout. Hein. Ça fait partie du jeu. Faut pas dire que la vie est un long fleuve tranquille où il n'y a pas de problème. Hein. Donc, si. Mais tant qu'on a 20, 22 équipes, 21 équipes qui viennent,
que le rayonnement est merveilleux. On vend aussi le Syrah en même temps. C'est Bien quand sûr. même une image de marque pour le Syrah. Absolument. C'est une image de marque pour la ville de Lyon. Belle image de marque pour le métier. Alors voilà, on peut être que satisfait. Oui. Après, c'est les petits trucs internes, mais ça en gère. Vous allez faire ça avec beaucoup de brio. Écoutez, je vous souhaite vraiment un magnifique succès pour cette édition 2015. 2015, merci. De votre compétition. Et puis on suivra évidemment l'évolution et les résultats avec beaucoup de plaisir sur cette Web TV. J'en doute pas. Ça vous va? Et merci à vous. Merci à vous Et d'avoir merci pris le d'intervenir. temps parce que je sais que vous êtes débordés. Merci. Gabriel. À très vite. Alors, je vous propose désormais de regarder un petit reportage sur l'International Catering Cup. Nous avons été en duplex il y a quelques minutes avec Joël Mauvigné pour cette édition 2015, mais je vous propose de regarder les meilleurs moments de l'édition passée 2013.